Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Sarah Béji, dans le sud du pays, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 23 janvier 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Ethnicisme ou sectarisme, un discours qui commence à prendre de l'ampleur au Sénégal, qui pollue l'espace public. Ceux qui agitent de tels propos se le tiennent car ils n'arriveront jamais à saper le bon voisinage entre ethnies puisque les soupapes sur lesquelles le Sénégal repose sont plus forts. Vous entendrez la réaction du psychologue Michel Colli. Affaire Farba Ngom, faute d'éléments d'appréciation du dossier, la présidente du groupe parlementaire de Takowalo, Maître Aïssata Tall Sall, décide de ne pas s'associer à cette parodie de commission ad hoc. La clémence à travers une application bienveillante de la loi, ce qui ressort de l'audience des flagrants délits du TGI de Kaolack, où de jeunes agresseurs ont écopé de 2 ans dont 6 mois ferme de prison. La chronique judiciaire de ce jeudi avec Neyfatou Cissé. Sur l'international, la police du Soudan du Sud a annoncé que 600 personnes détenues de leur participation à des manifestations violentes et au pillage de commerce se sont échappées d'un centre de détention militaire. Et puis sport, Cheikh Tidiane Sidibé résilie son contrat avec le club tanzanien, le FC Azam, et vise un retour en Europe. La revue de quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute et développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Code sec Kenemé assure les opérations techniques. Maître Aïssata Tall Sall bout de la commission ad hoc et dénonce les accusations contre Farba Ngom. Selon elle, le dossier d'accusation de Farba repose uniquement sur 4 lettres de transmission du parquet, une situation qui l'a poussé à quitter la salle. Elle l'a fait savoir lors de son point de presse tenu au siège de la PR. Général au ministre de la Justice et enfin une dernière lettre du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. Voilà le dossier d'accusation de Farba Ngom. 4 lettres de transmission. Est-ce que ça, pour une commission qu'on a mis en place, mais est-ce que ça, c'est du travail sérieux? Mais mieux que ça, est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale, elle a constitué une commission d'enquête pour examiner 4 lettres de transmission? Vous pensez vraiment ça? Si c'est les 4 lettres de transmission qui sont la commission d'enquête, il n'y avait pas besoin de commission d'enquête. Il aurait suffi tout simplement de venir en plénière et de dire on lève l'immunité de Farba Ngom. Et j'ai décidé, en tant que défenseur de Farba Ngom, de ne pas m'associer à cette parodie de commission ad hoc. Et j'ai dit au président que si le dossier, le vrai dossier, n'est pas porté à notre disposition, que je quitterai la commission ad hoc, que je ne siégerai pas parce que je ne veux pas m'associer à une parodie de commission ad hoc. Ce n'est pas ce qu'on appelle une commission ad hoc. C'est vrai, certains de mes collègues m'ont dit, oui, on n'est pas la justice, oui, on ne doit pas qualifier les faits. D'accord, mais entre ne pas qualifier les faits et connaître les faits, mais il y a quand même une différence. Moi, je veux seulement connaître des faits. C'est vrai qu'il appartient au parquet de les viser. Il appartient à un juge de les qualifier. Mais moi, il me revient le devoir de connaître ces faits-là. Eh bien, l'Assemblée, la commission ad hoc a refusé qu'on connaisse de ces faits. Parce que je leur ai dit, si nous devons faire un travail sérieux, non pas pour Farba Ngom, mais pour chaque député qui pourrait être confronté à une main levée, à une levée de son immunité, mais il faudrait arrêter un principe de procédure. Le principe de procédure, c'est que la justice, qui est un pouvoir indépendant, mais qui n'est pas au-dessus de l'Assemblée nationale, qui est également un pouvoir qui est le pouvoir législatif, qui est un pouvoir fort, qui est un pouvoir indépendant, par respect pour ce pouvoir, par respect pour la séparation des pouvoirs, par respect pour l'autonomie du pouvoir législatif, le judiciaire devrait pouvoir dire aux députés, pour lever l'immunité de votre collègue, voilà au minimum les faits que je voudrais porter à votre connaissance. Mais pas 4 lettres de transmission pour faire un dossier ad hoc. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu m'associer à cette commission ad hoc. C'était lors de son point de presse tenu au siège de l'APR. Maître Aïssata Tall Sall a également affirmé ne pas avoir connaissance des faits reprochés à son collègue, ce qui l'a empêché de défendre sur le fond. Réécoutons l'avocate désignée pour défendre Farba Ngom devant la commission d'ad hoc. Et voilà
pourquoi, dans le fond, je n'ai pas défendu Farba Ngom parce que je n'ai pas les éléments me permettant de défendre Farba Ngom. Sur ces entrefaits, ils ont décidé qu'ils poursuivraient la procédure avec les 4 lettres de transmission sans rien d'autre. J'ai quitté la salle et je les ai laissés libres à eux d'apprécier. Mais ce que je voulais dire, c'est que la levée de l'immunité parlementaire d'un député est un acte absolument grave. Absolument grave. C'est l'acte par lequel l'Assemblée nationale livre un de ses membres à la justice pour que la justice puisse enquêter. D'ailleurs, sans préjudicier de rien. Mais avant de procéder à cette livraison, l'Assemblée nationale doit au minimum, par un minimum de contrôle et de retenue. Eh bien, c'est ça qu'on n'a pas eu aujourd'hui. Et nous considérons que cette Assemblée nationale est toujours à la remorque du gouvernement. Chaque fois que le gouvernement a demandé quelque chose, on s'est précipité sans analyse de répondre aux désirata du gouvernement. Rappelez-vous, on nous a dit qu'il faut supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut supprimer le Conseil économique, social et environnemental. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut radier Barthélémy Diaz. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut radier le député Thierno Alissi. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit oui, il faut voter la loi de finances dans l'urgence en violant la loi sans débat. On l'a fait en violant la loi sans débat. Et aujourd'hui, on nous dit lever l'immunité parlementaire. Alors, c'est quoi être député au Sénégal? C'est quoi l'Assemblée nationale au Sénégal? C'est un bâtiment avec un drapeau qui flotte au-dessus et des députés qui répondent au gouvernement. Ce n'est pas l'idée, ni la conception, ni la définition qu'on se fait d'une vraie Assemblée nationale autonome, souveraine, dans le respect de la séparation des pouvoirs. Voilà toutes les raisons qui me font penser que cette législature, si elle n'est pas mal partie, elle n'est pas bien partie non plus. Et nous le déplorons. Voilà ce que je voulais dire à titre liminaire. Je vais laisser maintenant au président Soirée, qui nous représente dans la commission, vous dire la commission a décidé. À l'instant, Maître Aïssata Sall qui a confirmé ne pas avoir connaissance des faits reprochés à son collègue Farba Ngom. Selon le vice-président du groupe parlementaire de la coalition Taku Wallu, Jimo Souaré, qui a dénoncé une instrumentalisation politique de l'affaire Farba et que la commission elle-même n'a disposé d'aucun élément lui permettant d'apprécier les faits. Donc, naturellement, tout à l'heure, il y a 16 heures, nous avions soulevé le même problème. Bien avant, la présidente Aïssata Sall avait posé la question, motion préjudicielle, pour demander à disposer des documents. Quand nous avons pris la parole, nous avons en tout cas demandé la même chose. Et apparemment, la commission ne disposait pas donc des documents qui nous permettraient d'apprécier les faits en ce qui concerne l'honorable député Farba Ngom. Nous avions pris la parole donc pour dire que ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, parce que c'est la dignité de l'Assemblée nationale qui est en jeu. Il ne s'agit pas tout simplement d'une question de procédure, mais l'immunité parlementaire est un droit constitutionnel et l'immunité parlementaire permet tout simplement aux députés d'avoir la liberté d'exercer son mandat sans pression aucune de l'exécutif. Dans ce cas de figure donc, il apparaît clairement qu'il y a une instrumentalisation politique de cette affaire. L'honorable député ne peut pas se défendre parce que ne disposant pas des éléments, des faits qu'on lui reproche, nous aussi en tant que commission ad hoc, je l'ai dit, nous n'avons pas à notre disposition des éléments qui nous permettraient de donner notre avis par rapport à l'opportunité de lever ou pas l'unité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom. Mais le fait majoritaire étant que, comme la coalition, le groupe parlementaire PASTEF dispose de la majorité à l'Assemblée nationale, donc ils ont décidé de voter, de délibérer et de proposer à la plénière de lever l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom. Et c'est extrêmement grave parce que pour la première fois, dans les précédentes législatures, il y a eu des levées d'immunité parlementaire, mais le parquet, le ministère de la Justice a toujours transmis à l'Assemblée nationale un dossier pour permettre aux députés, pour permettre à la commission ad hoc appréciée d'avoir des éléments d'appréciation par rapport à une demande de l'immunité parlementaire. Le vice-président de la coalition Taku Wallu, Jimo Souaré, lors de leur point de presse tenu au siège de l'APR. Ethnicisme ou sectarisme, un discours qui commence à prendre de l'ampleur au Sénégal et qui, ces derniers temps, semble polluer l'espace public, un débat qui n'a pas de sens au Sénégal où la cohésion sociale est une réalité, non un vain mot, mais un comportement de tous les jours avec le cousinage à plaisanterie. Abdoulaye Koli, directeur du CAOPS de Sédhiou, est joint par Papa Kajile Badji.
En fait, rien ne peut le justifier. Vous savez, c'est des questions certes très sensibles, mais qui n'ont jamais existé. La chance du Sénégal, c'est qu'il y ait cet aspect socio-culturel, mais qui est une réalité, c'est-à-dire le cousinage à plaisanterie entre les Sérères, entre les Diola, entre les Toucouleurs. Depuis 10 ans, disons 5 ans, avec l'affaire Adji Sarr, ça a été vraiment marqué par cette rupture brutale de cet aspect du cousinage. Beaucoup de situations très délétères, très graves ont été désamorcées par le simple fait qu'on soit Diola, qu'on soit Sérère ou qu'on soit Toucouleur. Alors, c'est pour dire que c'est des choses qui ne peuvent pas s'expliquer et qui viennent simplement de personnes malhonnêtes, comme simple d'esprit, qui mettent en avant cet aspect. Alors que rien ne justifie. Le Sénégal a toujours été un arbre de paix. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc, ceux qui utilisent ce discours ethniciste, c'est des gens qui n'ont pas d'arguments. Et faute d'arguments, ils sont obligés aujourd'hui d'être dans la diversion, mais surtout dans la division, en tout cas du tissu social qui a toujours été un tissu social, empreint de paix, de solennité, mais surtout de convivialité. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour vraiment corriger ces imperfections? Que tous les pans de la société puissent dire stop. Il faut que les gens arrêtent. Nous, on a des soupapes sociaux, on a des régulateurs sociaux qui ont toujours géré tous les conflits à caractère social. Aujourd'hui, on a des marabouts. Aujourd'hui, on a des dignitaires. Aujourd'hui, on a des organisations sociales qui nous permettent de régler ces gens. Heureusement que cette communauté qui est indexée par les partisans de Farba Ngom, beaucoup de Toucouleurs Alpulaar disent qu'ils ne se reconnaissent pas à travers cet aspect. Les gens savent faire la distinction entre l'aspect politique, entre l'aspect religieux et l'aspect social. C'est une question éminemment politique, c'est une question éminemment individuelle. Les gens n'ont qu'à assumer. On a vu, pour se dire la vérité, il y a quelques années, la Casamance a été stigmatisée. Mais vous n'avez entendu aucun cadre ou bien aucun fils de la Casamance fustigé. Même si Sonko a eu à dire que Macky déteste la Casamance. C'est pour des actes politiques. Mais quant à mobiliser toute une ethnie, toute une communauté pour se réfugier derrière cette communauté et ne pas répondre à la... Je pense que c'est manquer de courage et c'est une fuite en avant et que ça ne saurait prospérer. Donc l'État doit siffler la fin de la récréation. Bien sûr, et pas seulement l'État. J'ai dit tous les pans de la société doivent dire stop, on arrête. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Bay, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Boumar Alilo. L'info se poursuit également sur les www.radioalfayda.net. Affaire rue Babap à la Pointe-Sarène, le président de l'association des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration du Sénégal, Pape Biranga Ngom, et Sieux, craignent des conséquences désastreuses pour l'avenir du tourisme et la création de cette police spécialisée est une réponse appropriée aux préoccupations croissantes en matière de sécurité. En tant qu'acteur du secteur du tourisme, je considère que cette décision, c'est comme une avancée significative pour la sécurité et la sérénité des visiteurs. Cela, vraiment, c'est quelque chose qui était très, très attendu par les acteurs du secteur du tourisme. Parce que ce qui renforce la sécurité dans le secteur pourra également promouvoir la destination Sénégal. La création de cette police spécialisée est une réponse appropriée aux préoccupations croissantes en matière de sécurité dans le tourisme. Elle témoigne aussi de la volonté du gouvernement de protéger non seulement les touristes, mais aussi les professionnels du secteur, en favorisant un environnement sûr et accueillant. Donc, moi, je suis convaincu que cette initiative contribuera à renforcer, en tout cas, la confiance des voyageurs et à promouvoir notre destination comme un lieu sûr et agréable. Donc, moi, je serais ravi de discuter davantage de cette initiative-là et de ces applications-là pour notre secteur. Moi, je pense que c'est quelque chose de bien. Plusieurs stations balnéaires, je pense que si on a une police touristique très très efficace, dotée de beaucoup de moyens, il pourra faire la ronde un peu partout, mais bon, mettre des commissariats un peu partout dans le balnéaire. Bon, parce que le mettre partout, ça demande quand même énormément de moyens à l'État. Donc, je pense qu'il faut aussi mettre aussi des agents de sécurité d'une bonne moralité qui puissent être bien formés et garantir également la sécurité. Mais la police touristique ne devrait pas avoir un rôle de garantir la sécurité interne des établissements hôteliers, mais l'environnement surtout. C'est l'environnement. Maintenant, au sein des établissements hôteliers, il faut carrément mettre un dispositif de sécurité efficace qui répond en tout cas aux aspirations des clients. Mais en interne, maintenant, la police touristique servira de sécuriser les environnements. Suite à l'attaque de l'hôtel rue Baobab situé à Pointe-Sarène dans le département de Mbour, portant 12 millions, le président du syndicat d'initiative touristique des régions de Thiès et de Diourbel, Babacar Sabali, est joint au téléphone par la rédaction de la radio Alfayda.
Il faut d'abord le regretter très fortement parce que c'est extrêmement négatif sur la destination du Sénégal qu'il y ait eu une attaque. Si c'est de façon très isolée, bon, ça n'aura pas des effets, des conséquences graves. Maintenant, si c'est de façon répétitive, naturellement, les gens pourront s'inquiéter parce que ça va ternir l'image du Sénégal. On est préoccupé, la profession doit être préoccupée par une telle attaque. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas connu de telles situations. Si c'est un cas isolé, il faudrait maintenant savoir dans quelles circonstances ça a eu lieu parce qu'il semblerait que l'attaque a permis de dérober 12 millions. Il faut savoir dans quelles circonstances ce client, dans un hôtel qui contient environ 500 et quelques chambres, ciblé un client. Il faut savoir dans quelles circonstances ce client a été ciblé. Donc, quelle est l'activité de ce client-là, d'accord? Donc, il y a des éléments d'appréciation qu'il faut disposer pour pouvoir se prononcer valablement. Et partout où il y a de la richesse, on est exposé. C'est tout à fait normal. Les réceptifs ont leur propre gardien. Comme dans toutes les institutions financières, il y a des systèmes de gardiennage, il y a des systèmes de vidéo. Ça, si on n'était pas disposé, en fait, de parer à d'autres situations, on l'aurait pas fait. Donc, là où il y a de la richesse, il y a des risques. C'est normal. Il n'y a pas que les autorités. Il y a tout un système qu'il faut mettre en œuvre. Il y a les autorités, il y a nous-mêmes. Nous avons un dispositif de sécurité interne. Maintenant, il y a un dispositif de sécurité externe qui est géré par l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous disposons d'une police touristique, mais qui n'est pas suffisamment équipée pour être suffisamment mobile et garantir la sécurité pour tous les réceptifs de la région. La police touristique n'est pas suffisamment équipée, alertée. Les forces de l'ordre sont intervenues rapidement, engageant un échange de tirs avec le groupe armé et contraignant ces derniers à se retrancher dans l'hôtel. Une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire et identifier les membres du groupe armé. Le commandant Fall que nous écoutons. D'abord, je ne peux pas tout vous dire parce que vous savez que la sécurité, on ne peut pas tout dire. Il faut prendre des dispositions, c'est vrai, mais on ne peut pas s'exposer également pour ne pas permettre à ceux qui sont mal intentionnés de contourner les mesures que nous avons prises. Mais dans cet hôtel, les mesures sont prises et d'importantes mesures. De tout le temps, d'ailleurs, la direction générale de l'hôtel s'intéresse beaucoup à la sécurité de l'établissement. Et quand je dis établissement, ça comprend non seulement la clientèle, mais le personnel également qui travaille à l'hôtel. Donc, des mesures sont prises depuis très longtemps. D'ailleurs, on n'a pas entendu ce qui s'est passé pendant l'actualité pour prendre ces mesures. Ces mesures concernent notamment le contrôle d'accès pour éviter les cas de vol, les cas d'intrusion, les cas d'attaque à main armée et d'autres également types de malveillance qui sont possibles dans des établissements. En gros, c'est ce que je peux vous dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout dire. Nous avons des limites également dans la communication sécuritaire. À ma connaissance, non. Ce que je peux dire, c'est que si vous, hôtel, vous ne prenez pas les dispositions idoines pour assurer la sécurité de votre établissement, mais dites-vous bien que vous allez couler. Donc, c'est une obligation de tout hôtel d'assurer la sécurité et du personnel et des clients, comme ça l'est d'ailleurs dans tous les lieux qui reçoivent du public. Assurer la sécurité du personnel et des clients, selon l'économiste et enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Messa Babou, le secteur touristique en Casamance est en déliquescence depuis la rébellion. Selon lui, les attaques notées ces derniers temps au niveau des hôtels au Sénégal démontrent l'insécurité avec des impacts négatifs. On se rappelle que l'insécurité en Casamance avait complètement décimé le secteur touristique local et même au niveau national parce que la Casamance représentait beaucoup pour le tourisme sénégalais. Aujourd'hui, ce secteur touristique qui naguère était le deuxième secteur de production après notre arachide national est en déliquescence depuis que la Casamance est entrée en guerre. Aujourd'hui, après la Covid, on commençait quand même à avoir l'espoir que ce secteur pourrait être relancé avec tous les efforts que le gouvernement avait fait pour quand même sécuriser sur tous les sites à Mbour. Mais les attaques des hôtels survenues ces semaines-là démontrent à suffisance encore au Sénégal, il y a un grand problème de sécurité nationale. Et ce phénomène risque effectivement d'avoir des impacts extrêmement négatifs sur ce secteur touristique, surtout que ce sont des hôtels qui sont attaqués. Et donc, je crois que ce secteur pratiquement mourant risque quand même à terme, si on y prend garde en tout cas, de mourir de sa belle mort. D'autant que le Sénégal, qui est décrit comme l'un des pays les plus en matière touristique, devait tout faire pour éviter ce genre de problèmes. La destination Sénégal, au-delà de son coût, ne peut pas supporter des attaques aussi barbares contre des hôtels, ce qui en tout cas va provoquer définitivement la mort de ce secteur névralgique, mais qui pourtant était un dispositif important de notre économie nationale.
Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal, ACIS, en tournée dans la région de Kaolack. Omar Cissé, le directeur exécutif, invite les opérateurs de s'investir davantage et il précise qu'un forum sera organisé prochainement dans la capitale sénégalaise. Nous sommes réunis ici à Kaolack dans le cadre d'une tournée nationale que nous avons entamée depuis lundi dernier, dans laquelle tournée qui a été débutée à Louga, en passant par Thiès, Touba et hier Kaffrine et aujourd'hui Kaolack. L'objectif de cette tournée, c'est d'abord une tournée de sensibilisation que nous comptons mener. Vous savez, nous sommes dans un secteur de l'économie qui est un secteur très important, un secteur stratégique dans le développement de ce pays. Un secteur dans lequel évolue plus de 70% de la population active, mais qui est un secteur laissé à lui seul. Nous, ACIS, depuis 2022, nous avons pensé qu'il faut changer les paradigmes si nous voulons vraiment arriver au développement dont nous souhaitons nous tous. Et ceci doit reposer sur beaucoup de facteurs. Il faut d'abord que nous pensions à industrialiser ce pays. Et ceci ne peut pas se faire sans les opérateurs économiques que nous sommes, dans toutes les régions du pays. Vous savez, pour l'industrialisation, il faut régler plusieurs facteurs. L'accès au foncier, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, le coût de l'énergie supportable et le financement. Alhamdulillah, ce nouveau gouvernement qui vient de s'installer est en droite ligne avec la politique économique ACIS a insinuée depuis 2022, comme je viens de le dire tantôt. Donc, c'est pourquoi nous lançons un appel solennel à tous les opérateurs de ce pays en général, mais à tous les opérateurs affiliés à ACIS en particulier, de s'investir dans ce sens. Donc, il faut qu'on se réunisse, qu'on parle le même langage pour que nous puissions arriver à nos objectifs. Nous avons aussi lancé un appel au forum que nous comptons organiser les 13, 14 et 15 février prochains à Dakar, plus précisément au Grand Théâtre, dans lequel forum nous allons discuter sur beaucoup de points qui concernent l'économie. Le thème principal s'intitule l'industrialisation, la fiscalité, la distribution vers un modèle économique endogène qui sera appuyé par 5 ateliers. Un forum duquel beaucoup de points seront abordés, notamment la concurrence étrangère déloyale qui est un goulot d'étranglement pour l'essor des PME et PMI. Omar Cissé, directeur exécutif de l'ACIS, en tournée dans le Saloum. On parlera de l'industrialisation du secteur primaire, on parlera de la citoyenneté fiscale, on parlera de la modernisation des marchés, on parlera également de la concurrence étrangère déloyale qui est un goulot d'étranglement pour l'essor, en tout cas le développement des PME et des PMI qui constituent la plupart l'essentiel de l'économie sénégalaise. On va parler également des chambres consulaires, leur place, leur rôle et le fait qu'on doit les moderniser. On doit moderniser les chambres de commerce qui normalement devaient jouer le rôle que nous sommes en train de jouer parce que les chambres consulaires sont l'interface entre les opérateurs économiques et l'État. Mais malheureusement, même ceux qui sont censés bénéficier de ces chambres consulaires ne les connaissent même pas. Tu interroges 10 commerçants, certes ne connaissent pas ce que c'est même ces chambres consulaires, comme ils ont appelé chambres de commerce. Donc cela dit qu'elles ne jouent pas le rôle. Tout à l'heure, vous avez entendu que toutes les chambres de commerce qui marchent au Sénégal, Kaolack est la première. Mais les commerçants eux-mêmes ont dit qu'ils ne sont pas du tout d'accord parce qu'aucun avantage n'a été fait à leur rencontre. Là, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que la chambre de commerce marche parce que les recettes rentrent, mais les commerçants, en revanche, n'y trouvent pas leur compte. Vous savez, Serigne Mboup est notre ami, il est même membre d'ACIS. Il détient sa carte. Mais le constat que nous avons fait sur le terrain, on a été dans le marché. On a visité certains points, mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des parties où vraiment le passage même est interdit, a fortiori le commerce, surtout le commerce de l'alimentaire. C'est un véritable danger de santé publique. Donc on profite de cette occasion pour lancer un appel à toutes les autorités de cette ville, en commençant par le gouverneur, le préfet, pour arriver au maire qui a la compétence d'apporter les réponses idoines le plus rapidement possible par rapport à ce fléau-là qui gangrène ce marché central de Kaolack. Donc voilà les thèmes, les panels que nous comptons organiser les 13, 14, 15 février prochains pour ce forum. Nous y invitons toute la région. Il y aura également une foire. Des places sont réservées pour les femmes transformatrices. Des expositions pour ceux qui veulent vraiment nouer des contacts, des boutiques sont invités tous. Voilà grosso modo les objectifs de ces rencontres.
Déjà, c'est un appel que j'ai lancé tout à l'heure à toutes les chambres consulaires d'être beaucoup plus réactifs, qu'ils aillent directement vers les concernés, qu'ils n'attendent pas que les commerçants viennent. C'est à eux de se déplacer vers les commerçants pour leur dire que voilà les opportunités que nous offrons pour vous. Vous savez, les chambres de commerce délivrent des pièces que les commerçants doivent avoir, les cartes de commerçants, les registres de commerce et consorts. Mais il y a également des financements qu'ils font. Mais vous avez entendu tout à l'heure que les commerçants ne bénéficient pas vraiment de ces avantages. Donc, c'est un manque de communication. C'est pourquoi nous exhortons à tous nos membres de se rapprocher du bureau régional Assis Kaolack pour que s'ils ont des besoins, qu'ils les expriment au niveau de ce bureau-là et ce bureau-là va porter ça à qui de droit. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal Assis est en tournée dans la région de Kaolack. Après Saint-Louis et Kayar, la coalition nationale pour une pêche durable était à Kaolack avec sa caravane de concertation et de sensibilisation des acteurs investis dans le secteur dont l'objectif est de maintenir une pêche durable. Bakesek de Konapet. Nous sommes aujourd'hui à Kaolack dans le cadre de la promotion d'une pêche durable gérée de manière transparente et inclusive au bénéfice des populations à l'horizon 2030. Nous avons commencé par mobiliser les acteurs, du ministre à la femme micro-marailleuse, pour les sensibiliser sur les 13 points de notre charte. Une charte pour une pêche durable qui passe en revue les difficultés de la pêche industrielle, les difficultés de la pêche artisanale et des propositions pertinentes à l'endroit des autorités. Sans oublier les sociétés privées, parce que nous sommes aujourd'hui à Kaolack, accompagnés de l'Association des marailleurs du Sénégal. Mais juste à côté, nous avons le fleuve Sine, mais à côté, nous avons les salins du Sine Saloum, qui déversent énormément de rejets de sel en mer. Or, le point 2 de notre charte fait la promotion de l'habitat marin et des écosystèmes marins. Ça fait la promotion de la pollution marine. Une mer polluée avec du sel ne peut pas permettre aux poissons de grandir. C'est pourquoi il est important aujourd'hui, comme nous l'avons fait avec Madame le ministre des Pêches, avec les femmes, avec tous les acteurs, y compris les marailleurs, nous pensons qu'il est important que la société privée soit à nos côtés pour faire la promotion d'une pêche durable. Vous n'oubliez pas que la pêche aujourd'hui permet aux Sénégalais d'avoir 75% des protéines animales dont nous avons besoin. La pêche permet au Sénégal d'encaisser plus de 250 milliards de recettes, là où le pétrole ne fait que 30 milliards. C'est pourquoi il est important de sillonner tout le Sénégal, de Saint-Louis à Kafountine, pour parler directement aux acteurs et recueillir leurs avis et enrichir davantage notre charte de pêche durable qui est aujourd'hui adoptée par les plus hautes autorités. C'est pourquoi dans chaque région du littoral, nous rencontrons les gouverneurs qui sont très réceptifs au message et ensemble nous parcourons les quais de pêche, les marchés aux poissons jusqu'aux coins les plus reculés pour faire la promotion de cette charte pour une pêche durable gérée de manière transparente et inclusive au bénéfice des populations à l'horizon 2030. Au bénéfice des populations à l'horizon 2030, Bakesek a fait observer que le secteur des pêches est confronté à un réel problème de sécurité. Il lance son appel aux autorités que toutes les mesures soient assurées pour garantir aux consommateurs un environnement sain. Le problème de l'insécurité est global. Autant les gens peuvent sécuriser un stade ou un concert, autant ils doivent sécuriser le marché central aux poissons de Kaolack et de l'ensemble des villes du Sénégal. Parce que c'est des établissements qui reçoivent du public et il y a des normes pour tout établissement qui reçoit du public où l'argent circule, où des produits, des denrées de première nécessité circulent. Il est important que sur le plan sanitaire, sur le plan de l'hygiène, mais sur le plan de sécurité, que toutes les mesures soient assurées pour garantir aux consommateurs qui est le destinataire final du produit, un environnement sain où nous avons des produits de bonne qualité en quantité sans y avoir de petits poissons, les juvéniles qui sont interdits de pêche. Oui, cette tournée nationale elle est importante du point de vue d'abord des acteurs qui sont mobilisés, tous les segments de la pêche, l'ensemble des organisations de pêcheurs, quel que soit leur domaine d'activité, des charpentiers aux marailleurs en passant par les acteurs de la pêche artisanale et les plongeurs aux côtés desquels nous autres écologistes, nous avons notre place, nous sommes mobilisés. Et cette mobilisation ne s'arrête pas seulement au niveau des acteurs. Nous avons l'ensemble des directions du ministère chargé des pêches et de l'économie maritime qui sont à nos côtés. C'est pourquoi partout où nous allons, notre point de chute naturel, c'est l'inspection départementale ou l'inspection régionale des pêches. Et c'est ensemble que nous devons faire en sorte que la pêche continue à avoir la place qui est la sienne au niveau de l'économie sénégalaise. Parce que la pêche permet d'avoir des recettes pour l'État du Sénégal, des moyens pour le pêcheur, des emplois pour les jeunes Sénégalais, mais surtout une nourriture saine pour les Ndiawen et les Guéen qui, lorsqu'il n'y a pas de poisson, on va sentir une menace sur notre sécurité alimentaire. Oui, toutes les responsabilités sont
constituée. Autant nous dénonçons les accords qui lient le Sénégal et l'Union européenne, autant nous dénonçons les mauvaises pratiques de pêche des pêcheurs, la pêche aux juvéniles, la pêche à la dynamique, la destruction des habitats marins. Nous sommes totalement contre ces pratiques. Et nous ne nous contentons pas seulement de les dénoncer, mais nous proposons dans notre charte des alternatives. Et la première alternative, c'est d'écouter les pêcheurs et de les intégrer dans les instances de décision du secteur de la pêche. De veiller à ce qu'il y ait une journée nationale de la pêche, qu'il y ait un conseil interministériel consacré à la pêche, un conseil présidentiel consacré à la pêche. Nous nous félicitons de l'élaboration de la loi sur l'agro-sylvo-pastorale auquel on a ajouté le secteur halieutique. Et nous pensons que la première réussite de cette charte, c'est de maintenir un dialogue permanent entre les décideurs et les acteurs pour rien que satisfaire le Sénégalais au niveau des ménages, au niveau du quotidien. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 23 janvier 2025, l'actualité se poursuit sur la référence, la clémence à travers une application bienveillante de la loi, ce qui ressort de l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Kaolack, où de jeunes agresseurs ont écopé de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. La chronique judiciaire avec Nefatou Cissé. Il est très rare de voir un cas de vol ou d'agression où le moyen de locomotion n'est pas le moto Jakarta qui permet facilement aux auteurs de prendre la fuite dans une ville où tout le monde conduit une moto, plus précisément les jeunes qui sont le plus souvent accusés de vol ou d'agression. Ces propos émanent du procureur qui, dans 2 dossiers de vol, a attiré l'attention du juge sur des faits dont la gravité ne fait aucun doute, avec des victimes qui le plus souvent sont des femmes ou des jeunes filles que l'on déleste de leurs biens en usant de la force. 2 ans ferme, ce qui requérera. Mais le tribunal, visiblement dans une posture de clémence, lâchera du lest avec des condamnations de 2 ans, dont 6 mois de prison ferme. Pour l'un des dossiers, le prévenu est un conducteur de moto Jakarta qui, avec une personne en fuite, a agressé une femme au centre-ville de Kaolack, s'emparant de force de son sac à main contenant une somme qui avoisine les 100 000 francs et des effets personnels. Dans l'autre dossier, le prévenu est un jeune maçon de 21 ans, habitant de Guinguinéo. Après leur jugement, le tribunal qui a donné son verdict sur le siège les condamnera chacun à 2 ans, dont 6 mois ferme. Compte tenu, leur dira le juge, de leur jeune âge et du fait qu'il est encore possible pour eux de s'amender. Lors de cette audience, des personnes poursuivies initialement pour détention de chanvre indien en vue de l'offre ou cession ont bénéficié d'une disqualification qui leur a permis de s'en sortir avec 15 jours et 3 mois ferme pour usage. Ndiaye, un commerçant de 39 ans, n'a pas eu cette chance. Cette dénégation, niant avoir été arrêté à Niatigui à Kaolack avec 2 kg du produit prohibé, précisant qu'il s'agit plutôt de 2 paquets seulement, n'a pas su convaincre la juridiction qui a prononcé à son encontre 2 ans d'emprisonnement en guise de sanction après l'avoir reconnu coupable d'avoir détenu à Kaolack 2 kilos de chanvre indien en vue de l'offre ou cession. Actualité internationale. Sur l'international, la police du Soudan du Sud a annoncé que 600 personnes détenues pour leur participation à des manifestations violentes et au pillage de commerce se sont échappées d'un centre de détention militaire. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Soudan du Sud, quelques 600 détenus arrêtés la semaine dernière à Juba pour des pillages et des violences anti-soudanais se sont évadés, a indiqué mercredi la police. 410 d'entre eux ont été rattrapés et les forces de l'ordre recherchent toujours les 190 prisonniers restants. Ces Soudanais ont été tués après que des manifestations organisées suite à des informations faisant état du meurtre de 29 citoyens sud-soudanais au Soudan voisin ont dégénéré en pillage et en violence contre ces ressortissants à travers le pays jeudi et vendredi dernier. Actualité internationale. Au Mali, plusieurs partis politiques demandent un calendrier électoral pour un retour des civils au pouvoir. Ils appellent le pouvoir à rendre public ce chronogramme d'ici le 31 mars. Actualité internationale. Le principal opposant au Mozambique, Venancio Mondlane, a exclu mercredi, après des mois de violence post-électorale, de rejoindre le nouveau gouvernement au cours d'un entretien à l'AFP. Nous n'avons absolument rien à attendre d'eux en termes de feuille de route pour la réconciliation et la paix au Mozambique, a
jugé Venancio Mondlane. Depuis le début de la contestation des résultats électoraux d'octobre, plus de 300 manifestants sont morts, principalement tués par balle, d'après une ONG locale. Actualité internationale. La Cour pénale internationale a annoncé hier, mercredi, qu'elle a délivré un mandat d'arrêt contre le chef de la police judiciaire libyenne pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Actualité internationale. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby et un de ses frères général se sont publiquement écharpés sur les réseaux sociaux, symbole des fortes dissensions au sein même du clan Déby dans un contexte politique et sécuritaire tendu au Tchad. Tu as échoué, je t'appelle purement et simplement à démissionner, a exhorté mardi dans une lettre ouverte le général Adam Idriss Déby. Des élucubrations éhontées, fruit d'une petite lutte personnelle animée de haine, d'envie et de jalousie, a répliqué le président Mahamat Idriss Déby dans une réponse à son frère via un communiqué publié mercredi par le média tchadien MRTV. Actualité internationale. L'Union africaine s'est dite consternée par la décision du président américain Donald Trump de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Elle dit espérer, dans un communiqué publié mercredi, que le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Actualité internationale. Le président Donald Trump va faire une intervention en visioconférence aujourd'hui jeudi à Davos. La séquence est prévue pour durer 45 minutes et inclut une session de questions-réponses avec deux grands patrons dont la liste était toujours en cours de finalisation mercredi soir. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec Cheikh Tidiane Sidibé, actuellement au Sénégal. L'ancien défenseur latéral gauche du Teungueth FC est devenu agent libre après avoir résilié son contrat avec le FC Azam où il évolue depuis 2023. 7e journée Ligue des Champions. Hier, Shakhtar Donetsk bat Brest 2-0. Leipzig se bat Sporting Portugal 2-1. PSG bat Man City 4-2. Real Madrid écrase Salzbourg 5-1. Sparta Prague s'incline devant Inter Milan 0-1. Feyenoord Rotterdam bat Bayern Munich 3-0. Arsenal bat Dynamo Zagreb 3-0. AC Milan bat Gérone 1-0. Celtic Glasgow bat Young Boys Bern 1-0. Ce soir, pour le compte de la 7e journée de la Ligue Europa à 17h45, Fenerbahçe reçoit Lyon, Alkmaar reçoit AS Roma, Hoffenheim joue Tottenham, Pape Matar Sarr forfait pour ce match, FC Porto reçoit Olympiakos, Victoria Plzen reçoit Anderlecht, Bodo Glimt reçoit Maccabi Tel Aviv, Malmö FF reçoit Twente, Karabakh FC reçoit FCSB, Boras reçoit Nice, Man United reçoit Glasgow Rangers, Lazio Rome reçoit Real Sociedad, Hertha Francfort reçoit Ferencváros, Rigas reçoit Ajax d'Amsterdam, Union Saint-Gilloise reçoit Braga, PAOK Salonique reçoit Slavia Prague, Ludogorets reçoit FC Midtjylland. Hier, en Arabie Saoudite, pour le compte de la 16e journée de Saudi Pro, Al-Oroba, battu par Al-Khadissia 2-0, Al-Fatih bat Damak FC 2-1, Al-Ittihad bat Al-Shabab Riyad 2-1. C'en est tout pour cette page sportive. Tout de suite, la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur quotidien Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 3 minutes par Ndeye Fatou Cissé. Levée de l'immunité parlementaire de Farbangom Taku Wallu compte saisir la CEDEAO annonce ce matin le grand panel. Alors qu'une séance plénière est prévue ce vendredi, écrit le journal avec qui nous ouvrons. Cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin. La coalition de l'opposition accuse l'exécutif de chercher à influencer les décisions parlementaires. Manœuvre judiciaire et politique, la défense de Farba accuse, s'exclame à sa une le Dakarois. Source A qui également fait mention de la levée de l'immunité parlementaire de Farbangom avec la plénière convoquée demain vendredi. Parle d'une procédure en fast track. La plénière repasse à l'action demain. Farbangom livré pieds et poings liés aux députés. Le titre par la une de Point Actu qui pronostique sur un vote sans suspense au regard, dit-il, de l'écrasante majorité de Pastef. Des débats ou en perspective, souligne
également la publication vers le bras de fer renchérit à sa une Sud Quotidien. L'Assemblée charge demain un acharnement détecté avance les échos qui concernant les poursuites judiciaires contre Tabaski Ngom. Fait état de l'apparition d'autres affaires dans l'affaire indiquant que d'autres têtes risquent de tomber. Le parquet financier ordonne la jonction des 3 procédures. Un juge d'instruction désigné affirme à sa une l'observateur. Envoyé en prison hier, Abdou Diallo et Oumar Sow seront jugés lundi, annonce dans sa parution du jour Libération. Trafic de bois, plus de 300 millions de francs CFA saisis en 6 mois, renseigne ce matin l'éveil. Réforme de l'administration, Direct News met en lumière ce matin le grand chantier du président Diomaye Faye, revenant ainsi sur l'appel lancé par ce dernier en visant la réforme en profondeur lors de la conférence des administrateurs et managers publics organisée à Diamniadio. Visite au Qatar à la une du quotidien Le Républicain, le chef de l'État qui demande au Premier ministre d'accélérer la mise en place progressive des pôles territoires. Front social Diomaye Sonko sous pression. Titre ce matin enquête face aux menaces de l'emploi dans le public et le privé. Les défenseurs des droits des travailleurs se mobilisent. Électricité, eau, denrées, fiscalité sur les salaires. Les centrales déroulent leur plateforme revendicative, relate le journal. Le quotidien national Le Soleil qui fait lui un retour à l'hôtel Rio Hambourg analyse ce jeudi les contours de cet acte criminel. Le tourisme à rude épreuve. Titre à ce propos le journal. La presse n'est pas un adversaire. Le message du CEDEPS au ministère de la Communication à la une de Terral Quotidien. Et puis au Palais de la République, Réumi Quotidien célèbre la nativité. Un bébé pour la première fois au Palais se réjouit la publication qui interrogeant l'histoire d'indiquer que c'est le premier bébé d'un couple présidentiel en exercice. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodoussek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima. Gaïeté devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Ethnicisme ou sectarisme, un discours qui commence à prendre de l'ampleur au Sénégal, qui pollue l'espace public, que ceux qui agitent de tels propos ne se les tiennent, car ils n'arriveront jamais à saper le bon voisinage entre ethnies, puisque les soupapes sur lesquelles le Sénégal repose est plus fort. Vous avez entendu la réaction du psychologue M. Colli. Affaire à Farbas Senghor, faute d'éléments d'appréciation du dossier, la présidente du groupe parlementaire de Takowalou, Maître Aïssata Tall Sall, décide de ne pas s'associer à cette parodie de commission ad hoc. La clémence à travers une application bienveillante de la loi, ce qui ressort de l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Kaolack, où de jeunes agresseurs ont écopé de 2 ans, dont 6 mois ferme de prison. Sur l'international, la police du Soudan du Sud a annoncé que 600 personnes détenues pour leur participation à des manifestations violentes et au pillage de commerce se sont échappées d'un centre de détention militaire. Et puis sport, Cheikh Tidiane Sidibé résilie son contrat avec le club tanzanien, le FC Azam, et vise un retour en Europe. La revue de quotidien qui a mis un terme à ces 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellent aussi des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.